artificielle appliquée à la santé spécialement. Et donc, du coup, j'ai réintégré les bancs de l'université, cette fois-ci l'université et la faculté de sciences, pour faire un nouveau doctorat en intelligence artificielle appliquée à la santé que j'ai eu le privilège de soutenir il y a une année et quelque chose. Donc aujourd'hui, on est là pour initier, pour parler des applications, quelques applications de l'intelligence artificielle pour augmenter, pour améliorer l'activité d'un médecin généraliste dans son cabinet médical. Donc, comment optimiser l'activité que ce soit dans le plan managériel ou sur le plan clinique d'un établissement ou d'un cabinet médical. Donc, des cas pratiques d'usage qu'on va essayer de tester sur smartphone et que vous pouvez garder et les utiliser. Et bien sûr, je vais vous montrer comment se familiariser avec la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, on va comprendre les principes, bien sûr, et comment cette IA pourrait aider les médecins généralistes dans leur pratique quotidienne. Et bien sûr, on va faire quelques exercices sur comment travailler, comment s'habituer et faire une intelligence artificielle qui répond aux exigences éthiques d'une discipline aussi sensible comme la médecine. Donc, pour commencer, c'est quoi l'intelligence artificielle? Donc, communément, on apprend, on comprend, donc surtout dans la communauté médicale, on fait le lien entre intelligence artificielle et des applications comme ChatGPT. Donc, en fait, la ChatGPT et ses applications qui s'appellent communément intelligence artificielle n'est qu'une partie minime de ce qui est l'intelligence artificielle réellement. C'est que l'intelligence artificielle générative qui permet de générer, alors que dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est de faire par la machine des actes cognitifs qui étaient réservés qu'à l'homme, c'est-à-dire la prédiction, l'analyse, l'anticipation, et parfois même de générer et de créer, et c'est le cas de ChatGPT, c'est-à-dire à partir de règles mathématiques. Donc c'est une discipline au carrefour entre les statistiques, les mathématiques et bien sûr les disciplines appliquées, par exemple la médecine. C'est-à-dire qu'on fait apprendre les règles d'apprentissage de raisonnement à la machine dans une étape qu'on appelle entraînement. C'est-à-dire le développeur, il fait un entraînement sur des masses de données. Donc on fait ingérer, il faut introduire dans la machine un ensemble de données, des immenses données, et on va lui donner les règles. Par exemple, A plus B égale à C. Donc, à chaque fois quand il voit A et plus B, il va dire oui, la première réponse, c'est C. Et c'est ça. Donc, c'est-à-dire, c'est l'humain qui fait apprendre à la machine pour reproduire des tâches jusque-là réservées à l'homme. Donc, là, c'est pas une terminologie, la plupart ils croient que c'est une discipline qui est récente. Mais ce n'est pas une discipline, elle date de 1950, donc le premier jour où le père fondateur de l'intelligence artificielle, un scientifique de renommée qui s'appelle Alan Turing, donc il a fait beaucoup de travaux de recherche, il a commencé à travailler cette étape d'apprentissage et de codage pour faire apprendre à la machine des tâches, comme j'ai dit, cognitives. Et le jour où elle a fait un test, donc c'est quoi le test? C'est le fameux test de Turing, c'est-à-dire elle a fait une personne, donc celui qui est en rouge, c'est la personne, et on l'a mis dans une salle, et dans l'autre salle, on a mis une personne qui va lui répondre et une machine qui va lui répondre. C'est-à-dire, lui, il pose la question, une fois, c'est la machine qui répond, et une autre fois, c'est la personne qui répond. Et lui, elle doit déchiffrer la réponse de la machine de la réponse de l'humain. Et du coup, elle s'est trompée. Elle était incapable de différencier entre la réponse humaine et la réponse de la machine. Et ce jour-là, le test de Turing s'est déclaré positif et Alan Turing a publié son premier article pour dire que la machine peut raisonner. Et c'était là la naissance de cette discipline qui s'appelle intelligence artificielle. Mais pour des considérations économiques et géopolitiques et bien sûr d'autres considérations et sociales. Donc, ils ont fait un petit hiver, 2 hivers pratiquement de l'IA. Donc, ils ont arrêté les recherches un petit peu, ils ont ralenti et ils ont commencé à travailler en off le temps de
créer un environnement social et sociétal capable de gérer cette vague. C'est pour ça qu'il n'y a que quelques années, une dizaine d'années pour nous, et plus d'une vingtaine d'années à trentaine d'années qu'elle a pris son essor dans le monde. Donc tout ce qu'on voit aussi aujourd'hui, ce n'est que de l'IA faible. Donc ce qu'on fait, la reconnaissance faciale qui est sur votre smartphone, le GPS qu'on utilise au quotidien, les éléments qui permettent de prédire, par exemple, sur ces réseaux sociaux, lorsqu'on fait, par exemple, une recherche sur quelque chose, on constate que toujours, là, on reçoit, après, des notifications qui concernent cette dernière recherche. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Il arrive les algorithmes à détecter ce que vous pensez et vos priorités. Et c'est tout ça, malgré sa force, c'est l'IA faible. Donc, les adeptes de l'intelligence artificielle s'attendent à une IA forte. Donc, le premier brin d'une IA forte, c'est ça, ChatGPT, Gemini, c'est Grok, et ces logiciels qu'on utilise aujourd'hui d'intelligence IA générative. Mais ce n'est pas encore ce qu'on attend en matière d'IA forte. Donc, ils cherchent à une IA qui aurait la conscience d'elle-même, c'est-à-dire qui est pseudo-humaine, qui est capable de faire des tâches à 100% presque de l'humain. Et bien sûr, une super IA qui, à mon avis, elle est hypothétique, bien sûr, voire même de la science-fiction, c'est-à-dire une IA qui va dépasser l'homme dans le raisonnement, l'empathie et dans tous les traits de caractère de l'homme. Donc, arrivons à notre sujet d'aujourd'hui. Donc, comment on peut utiliser en tant que médecin dans notre pratique quotidienne l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que quelqu'un de vous a déjà utilisé l'intelligence artificielle dans son activité au cabinet? C'était quoi? En activité professionnelle. D'accord. Donc, il utilise ce qu'on appelle des logiciels d'aide à la décision médicale. Donc, après, on va revenir sur votre expérience. Donc, une fois les amis, ils auront cette notion. Donc, déjà, donc, on va revenir à cette... Pour récapituler, comment on peut utiliser, selon quelle logique, l'intelligence artificielle dans notre activité en tant que médecin. Donc, il y a 3 logiques. À mon avis, il y a une logique de facilitation. Donc, bien sûr, comme a dit votre ami, votre collègue, faciliter les tâches quotidiennes. Donc, soit pour me libérer des tâches qui sont chronophages. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, on est en pleine mutation dans notre système de santé et dans notre système de protection sociale. Donc, on va converger vers un dossier médical informatisé et une relation avec les caisses d'assurance maladie 100% digitalisée. Et cette activité digitalisée 100%, c'est une activité un peu chronophage. Donc, parce que dans les pays développés qui ont déjà ce système, ils disent que pratiquement 30% du temps de médecin, parfois, elle est consacrée à des tâches administratives. Donc, ils sont travaillés sur des systèmes d'intelligence artificielle capables d'absorber ce temps. Donc, par exemple, je vais demander à cette intelligence artificielle de m'accompagner dans la rédaction des rapports, rédiger les ordonnances automatiquement. Bien sûr, je peux lui dicter et elle rédige, je corrige après l'intelligence artificielle, gérer le rendez-vous, rappeler, parce que là, ils ont constaté que dans les pays où il y a une pénurie de médecins, une charge de travail, qu'il y a beaucoup de pertes de rendez-vous. Donc là, le patient réserve son rendez-vous et après, il ne vient pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont développé? Donc, c'est une perte pour le médecin, donc perte de temps et perte de patient. Donc, ils ont développé un système d'intelligence artificielle qui va relancer le patient un jour avant, bien quelques heures avant, pour confirmer. Et sinon, s'il ne va pas, l'intelligence artificielle, elle va confirmer un rendez-vous sur la liste d'attente. Comme ça, donc la salle d'attente, on n'aura pas de perte. Donc, ce sont des tâches qui pourraient être chronophages sans l'intervention de l'intelligence artificielle.
Et bien sûr, une tâche de facilitation, par exemple les tâches répétitives, par exemple quand je sors en tant que médecin, quand je sors de bloc opératoire, je peux donner quelques prompts à l'intelligence artificielle, surtout générative, et elle qui va rédiger le rapport, le compte-rendu opératoire, je vais revoir après elle et je vais signer. Donc ça va réduire le temps de la rédaction sans erreur à 1 minute à 2 minutes. Donc ça, c'est la logique de facilitation. La deuxième logique, c'est la logique de suppression des biais. On sait que dans la relation du médecin et patient, il y a un ensemble de biais qui parfois altèrent cette performance chez le médecin et cette performance diagnostique et thérapeutique. Quels sont ces biais? Le biais de mémorisation, donc parce que le patient, on est des humains, il risque d'oublier des notions, des prises de médicamenteuses, des informations sur son état de santé. Donc, par exemple, lorsque je pose la question à mon patient, il va se rappeler de son état de santé d'hier, d'avant-hier, peut-être la semaine dernière. Mais moi, en tant que médecin, je vois mon patient de 3 mois, surtout les malades chroniques, 3 mois à 3 mois. Donc, il risque d'oublier le cas de son état de santé, le premier mois, ses symptômes du premier mois, l'évolution. Donc aujourd'hui, il y a des systèmes qui gardent cette traçabilité. Par exemple, si elle a à suivre sa tension artérielle, j'aurai les courbes depuis la consultation X à la consultation Y. J'aurai toute l'information sur ces fluctuations et sur ces prises médicamenteuses. Il y a une expérience qu'ils ont fait dans un pays scandinave, donc pour supprimer ce biais de mémorisation, pour le démontrer qu'il y a un biais de mémorisation. Ils ont distribué des carnets. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore l'essor de l'intelligence artificielle, mais c'était ça la cause pour développer ces systèmes et pour prouver que c'est important. Donc, ils ont distribué des carnets à tous les patients. Et ils ont dit que le patient doit noter à chaque fois des paramètres sur ce carnet. Et à l'insu du patient, ils ont placé des puces dans la couverture. Donc, la puce, une fois le carnet est ouvert, la puce elle est notifiée chez l'équipe de recherche. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Que 60% des patients, jusqu'à 70%, ils n'ont ouvert le carnet que la veille de la consultation pour remplir n'importe quoi. Ça, ils ont démontré que le patient ne peut pas le faire de son propre gré, donc il faut parfois un système qui va l'inciter à rédiger, à suivre son état de santé. Et d'où ces systèmes d'intelligence artificielle. Et il y a le biais cognitif, donc par exemple, il y a des systèmes pour rappeler le patient de sa prise médicamenteuse. Donc, elle est là, donc il doit prendre, bien sûr, surtout dans les maladies chroniques, selon une périodicité bien déterminée. Donc, il risque d'oublier, prendre 2 doses, après, sauter des doses. Donc là, des systèmes qui vont rappeler. Et aussi là, il y a une traçabilité parce que le médecin, elle peut vérifier que les prises médicamenteuses, donc à travers des courbes et des courbes traçables, faite par l'intelligence artificielle, peut lui demander le résultat, elle va voir que le patient a vraiment pris son traitement selon les doses et les posologies et les horaires recommandés. Et bien sûr, le troisième biais, le biais émotionnel. Donc le biais émotionnel parce que donc, ils ont démontré que le patient, parfois, elle a envie à changer la réalité, à modifier la réalité. Donc, pour ne pas dire mentir, elle est en train de dire, ou préfère dire au médecin ce que le médecin a envie d'entendre. Donc, vous lui dites les baisses, c'est vous que les baisses. Alors que ces symptômes ne sont pas vraiment... Donc, quand vous faites des mesures, vous trouvez qu'il y a des catastrophes. Donc là, ça permet de biais émotionnel de le réduire parce que là, on est devant une traçabilité. Donc, sa tension artérielle, elle est notée, sa glycémie, elle est bien notée, ses fluctuations, elles sont bien notées. Donc, on n'a même pas besoin de lui demander. Donc, ça, c'est la réalité, elle saute aux yeux. Et la troisième logique, c'est la logique sociale et sociétale. Donc, la logique sociale, donc, bien sûr, ça va permettre aux médecins, aux professionnels de santé de gérer son temps, donc de balancer entre sa vie familiale et sa vie sociale. Et bien sûr, sociétale pour la société, pour réduire les pénuries, les problèmes qu'on a de disparité d'accès aux soins qui existent dans le pays. Donc ça, ce sont les 3 logiques. Après, on va faire des systèmes d'intelligence artificielle, on va discuter, elles vont servir dans quelle logique.
Donc, par exemple, donc, il y a des systèmes d'aidodiagnostic qui sont utilisés donc, par les médecins, surtout donc, en cabinet médical, téléchargeables sur le PC, par exemple, comme celui de X-Ryan Interpreter. Celui-là, elle est disponible sur l'Internet. Vous pouvez juste le télécharger, vous faire l'inscription. Et lorsque vous avez une image radiologique, vous faites upload et vous uploadez l'image et il fait l'interprétation. Donc, elle est accessible sur l'Internet. Donc, elle vous donne les interprétations. Donc, moi, j'ai fait le test sur des images de traumato. Donc, elle a démontré les traits de fracture. Donc, ça permet de vous accompagner. Donc, pas pour faire l'interprétation, mais accompagner le médecin si jamais il y a quelque chose qui saute à l'interprétation normale. Donc, ces systèmes d'intelligence artificielle de diagnostic, vous voyez comment ils sont en train de grimper donc, en matière de sur le plan économique. Donc, vous voyez, depuis 2018, le chiffre de 419 millions de dollars. Elles vont atteindre, dans 10 ans, 7,3 millions de dollars. C'est un grand marché. Parce que là, aujourd'hui, les médecins et les patients et l'ensemble des structures de santé ruent vers les outils diagnostiques dotés d'intelligence artificielle. Il n'y a pas que la radiologie, il y a les dermatoscopes, il y a en dermatologie, il y a en ophtalmologie l'interprétation des DMLA. Donc, et c'est surtout en matière de deep learning, l'interprétation des images. En anatomopathologie aussi, le marché elle est énorme. Donc, notre collègue a parlé tout à l'heure d'un système d'aidodiagnostic. Donc, voilà l'exemple d'un système expert d'aidodiagnostic. Donc, vous voyez, donc vous mettez les symptômes, donc fever, donc vous cochez, donc vous avez un certain nombre de symptômes, vous les cochez tout simplement, les symptômes de votre patient. Donc, une fois que vous cochez les symptômes de votre patient avec certains paramètres comme l'âge, le sexe et d'autres paramètres, donc il vous demande aussi certains paramètres s'il existe biologiques et il te donne donc, et il commence à vous donner donc, les étiologies les plus probables par ordre de probabilité, selon la fréquence des symptômes. Donc, les common diseases, c'est-à-dire les pathologies les plus communes, donc il te donne les plus probables, et bien sûr les rares. Donc, une fois vous arrivez à vous procéder par élimination, donc vous arrivez certainement à la pathologie la plus probable. Donc, d'ailleurs, ça, c'était aussi mon travail de recherche. Moi, j'ai travaillé en toxicologie, donc j'ai développé une application d'aidodiagnostic aux urgences, c'est-à-dire à partir des signes cliniques, l'urgentologiste, l'intelligence artificielle, elle oriente vers le toxique le plus probable. Est-ce que c'est Takaout? Est-ce que c'est le méjaune? Selon le par ordre de probabilité. Mais malheureusement, je trouvais que le méjaune, c'est le jeune homme. Il est toujours en 5e position et 3e position. C'était tellement... Parce que la composition de le méjaune, elle change. Parfois, dans certaines régions, elles introduisent des médicaments, c'est une substance qui est très composée, et c'est ce qui fait que mon algorithme, toujours, elle me rappelle qu'il faut penser à l'almégion, surtout chez les jeunes hommes de sexe masculin et bien sûr de sexe féminin. Et voilà, donc une fois, donc, il y a un autre système d'aidodiagnostic qui permet de vous donner la liste des médicaments, des pathologies les plus probables, et la pathologie, elle est cliquable. Vous cliquez sur la pathologie, vous donne le résumé de la pathologie et les nouveautés thérapeutiques, cliniques et les dernières publications en matière de prise en charge de la pathologie. Donc, en parlant de logique tout à l'heure, ça permet les systèmes d'aidodiagnostic, ça rentre dans quelle logique? Logique de facilitation, les logiques dont on a parlé tout à l'heure. C'est une logique de facilitation, logique de suppression de biais, ou bien logique sociale et sociétale.
facilitation. Et social et sociétal, parce que parfois, ça permet à un médecin dans une région éloignée de se faire aider par ça et pour aller vers des diagnostics qui sont beaucoup plus pointus. Bien sûr, pour l'interprétation de radiologie, c'est aussi sociétal, ça permet de réduire beaucoup le problème d'interprétation, de manque de radiologues dans certaines régions, donc ça permet de réduire la pénurie. Il y a aussi des systèmes qui sont experts, par exemple dans le domaine de l'oncologie, il y a ce système qui te donne donc, le résumé, donc à partir de résumé clinique, il te fait la recommandation thérapeutique de protocole de cancer. Par exemple, vous lui dites, ma patiente, elle est âgée, elle est atteinte, je lui ai fait le protocole X, ça n'a pas marché, le protocole Y, elle te propose les derniers protocoles probables selon son état de santé qui va donner les meilleurs résultats. C'est très utilisé par les oncologues, ce type de logiciel. Donc là, il te propose recommandations thérapeutiques. Donc vous voyez aussi les recommandations. Il te dit d'utiliser ce protocole-là, elle est plus... Donc, on passe dans notre cabinet. Donc, bien sûr, il y a des outils qui permettent de faciliter et de ne pas dépendre à 100% de certains examens complémentaires. C'est-à-dire, je peux initier une série d'examens complémentaires avec une précision chez moi, dans mon cabinet. Donc, par exemple, cet échographe qu'on voit ici, ça, c'est un échographe. Donc, ça, c'est la sonde. Et bien sûr, l'image, elle apparaît sur votre smartphone. Et parfois, elle t'aide même à l'interprétation. Donc, en même temps, il y a une intelligence artificielle qui te dit, par exemple, ça c'est le problème X, le problème Y, le problème. Donc, vous déplacez la sonde et il y a une intelligence qui t'accompagne dans l'interprétation. Bien sûr aussi, ça c'est un stéthoscope connecté. Donc, il y a ici une composante d'intelligence artificielle. Et sur votre portable, vous entendez le son, bien sûr les œillettes, et elle est enregistrée. Vous pouvez même l'enregistrer. Et il y a une aide à l'interprétation. Et bien sûr, si vous n'êtes pas très convaincu, vous pouvez prendre le son, l'enregistrer et le transférer à votre ami cardiologue. Elle va l'entendre, il va vous dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Et bien sûr aussi, le plus important, c'est que vous gardez une traçabilité de ce que vous avez entendu. Donc, si jamais, donc c'est pour des conditions, pour des raisons médico-légales, vous pouvez garder ce que vous avez entendu chez votre patient avec le temps et la minute près. Et vous pouvez, donc aussi, je vais vous montrer enfin que Litman aussi a développé une application que vous pouvez télécharger sur votre portable qui permet le training. C'est-à-dire, elle te donne des tests, vous écoutez le bruit, et vous faites un quiz, le bruit de quoi? Par exemple, insuffisance aortique, insuffisance mitrale, trouble, et il vous donne le corrigé. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc, vous pouvez répéter autant de fois jusqu'à ce que vous compreniez. Donc, vous pouvez faire la possibilité de vous faire Litman App sur votre portable. Vous pouvez le télécharger. C'est une application qui permet une formation pointue en matière de bruit en auscultation. Pardon. Ça, c'est quoi? Qui peut me dire ça, c'est quoi? C'est quel appareil? Détecteur de? Qui dit mieux? C'est un thermomètre. Ça, c'est un thermomètre. Il est très, très utilisé, ce type de thermomètre, en post-op et chez les enfants, en pédiatrie. Donc, vous placez ça, c'est un capteur. Ça, c'est le capteur, vous le placez. Donc, chez les enfants, c'est dans la nuque, généralement, qu'ils le placent. Et sur le portable, soit la maman, soit le pédiatre, soit le médecin,
Il peut suivre la température de l'enfant. Donc, par exemple, si vous avez donné un traitement à un enfant, vous pouvez l'envoyer chez lui et suivre la température. Vous pouvez contacter la maman si jamais il y a un problème qui se passe, ou bien la maman peut vous contacter si jamais il y a quelque chose qui cloche. Et ce qui est important toujours, c'est qu'il y a la traçabilité toujours de l'information. Ce n'est pas douloureux. Ce sont des capteurs anodins, pas d'aiguille, rien du tout. Ah, il existe sur Amazon, sur C'est très bien, c'est très, très utilisé en pédiatrie. Ça, c'est la glycémie. Donc ça, c'est bien sûr, pendant le mois de Ramadan, on a eu une inondation de publicité sur un capteur de glycémie. Donc ça, c'est pour vous expliquer le principe. Donc la plupart, ils disent comment un capteur donc, qui n'atteint pas, qui n'utilise pas le son, donc comment il fait la mesure de la glycémie avec une acuité élevée. Donc parce que la mesure de la glycémie, normalement, lorsqu'on fait au doigt, donc on descend donc, pour prendre au niveau du capillaire. Mais à travers le capteur, il y a aussi la glycémie dans le tissu interstitiel. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas douloureuse. Une petite aiguille qui descend jusqu'au tissu interstitiel. Il y a une glycémie. Et bien sûr, il y a bien sûr une courbe à interpréter. Donc lorsque la glycémie dans le sang augmente, la glycémie dans l'interstitiel est un petit peu moins. Mais lorsqu'elle diminue, donc il faut toujours interpréter avec une acuité de médecin. Donc c'est pour ça que l'utilisation doit être réservée et accompagnée de médecins, c'est-à-dire je ne recommande pas l'utilisation de ce capteur dans le cadre de l'automédication. Il faut toujours conseiller et suivre avec le patient parce qu'il y a une interprétation, il y a un œil de médecin derrière pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc, et parmi les fonctionnalités, en temps réel, elle permet le courbe de taux de glucose, les flèches de tendance, la variation, le taux de glucose et bien sûr l'enregistrement de l'information. Ça existe sur le Maroc, oui. Ça existe sur le Maroc avec différentes marques, C'est aux alentours d'entre 500 dirhams et 1000 dirhams, selon la performance. Il y a même de 2000 dirhams. Celle de Abbott, je crois, elle est un peu... Donc, vous voyez, donc, ça, c'est le capteur. Normalement, il est placé, donc il permet de donner les flèches de tendance. Il y a aussi un système d'alarme. Un système d'alarme que pour le médecin ou pour le patient, si vous avez donc... Parce que moi, je recommande que l'utilisation soit sous la supervision du médecin. Il faut que le médecin ait accès, lorsqu'il prescrit, ait accès à l'information de son patient. Donc, elle t'envoie un système d'alarme et un partage de données entre le patient et le médecin. Donc, c'est pour par exemple, un patient qui frôle une complication, donc il nécessite un contrôle un peu plus pointu. Donc, l'utilisation de ces capteurs, elle s'avère très, très intéressante. Oui, il peut le faire pour lui-même, bien sûr. Il y a aussi, donc, en matière de télémédecine, donc, ils ont conçu la mallette magique, la mallette de télémédecine que le patient peut placer chez lui dans une relation pour 100% télémédecine, surtout pour le suivi des pathologies chroniques, parfois même pour le suivi des parturientes. Donc, elle contient l'ensemble des appareils qui pourraient être connectés, assurer une connexion entre le médecin. C'est-à-dire le médecin, lorsqu'il fait la télémédecine, le patient chez lui, il fait les mesures et les informations sont partagées entre le médecin et le patient. Donc, il y a Doppler fœtal, thermomètre infrarouge, ça existe, je l'ai déjà vu au Maroc. Donc, le SPO, le glucomètre, le stéthoscope numérique, donc l'ensemble des appareils. Oui?
Oui, oui, normalement, ce type de mallettes sont certifiées. Donc, le patient est fait, vous l'orientez, parce que vous n'êtes pas en relation directe. Donc, vous l'orientez, vous prenez par exemple le thermomètre, vous le placez ici, et tu reçois l'information. Vous mettez le brassard, il met le brassard, et le thermomètre, il fait la mesure, et elle est transmise chez vous, l'autoscope, par caméra. C'est une télémédecine. Donc, le patient, vous êtes dans votre cabinet et le patient chez lui. Le patient, lorsqu'il a cette manette, donc vous pouvez l'orienter, il prend les mesures et vous suivez avec lui. Oui, existe au Maroc, dans Hops, je crois. Hops, oui. Ah oui. Et ils ont déjà distribué une petite manette dans un cadre d'un programme à des sages-femmes. Vous vous rappelez de l'opération? Oui. Oui, j'ai lu un article sur ces gants, mais il n'y a pas d'évidence, sincèrement. Donc, ça reste une start-up qui a développé ces éléments de capteurs, mais sincèrement, il n'y a pas eu d'autres échos. Par contre, d'autres applications que je connais, ils ont eu même la validation de la FDA aux États-Unis, sont déjà déployés, utilisés comme celui de la prise de la rétine. Il fait l'interprétation presque à 100% de l'acuité de médecin. Les dermatoscopes ils sont aujourd'hui utilisés. Donc, on va faire déjà après un test sur la dermatoscopie. On va faire attention au temps. Ça, c'est quoi? Question pour un champion. Hein? Compresse connectée. Pansement connecté. Ça, on le fait pour, par exemple, les pieds diabétiques, en post-chirurgie. Il te donne des courbes sur le degré de la propreté de la lésion. On n'aurait pas besoin de changer régulièrement le pansement. Il t'indique l'état de propreté selon des courbes de la lésion. Ça, ce sont des capteurs. Donc, vous voyez, de petits capteurs qui détectent les gaz émis par les bactéries. Oui, elle te donne à l'avance. Lorsque les bactéries commencent à sécréter un gaz et elles le détectent, vous avez l'information bien à l'avance avant que ce soit trop tard. Et c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que c'est aussi préventif. Vous avez l'information en temps réel parce que généralement, on ne reçoit l'information chez le patient que lorsqu'il y a de douleurs ou il commence à avoir des pansements qui sont vraiment humides et l'odeur et tout ça. Oui, ça coûte cher, ce n'est pas très répandu, mais donc soyez sûrs qu'une fois c'est validé, les expériences se dupliquent et vous allez. Donc vous pouvez taper sur votre portable les pansements, vous trouvez des multitudes de pansements connectés, vous allez trouver de multitudes de marques. En arrière?